Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En fonction de la valeur de ce don, nous vous abonnerons à Histoire et Civilisation pour une période de 3 mois, de 6 mois ou bien d'1 an. Merci d'avance. Catherine Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université de Tours, spécialiste de numismatique et d'histoire de la Grèce continentale classique et hellénistique. Vous partagez votre temps entre Paris et la Grèce. Alors, nous entrons directement dans le sujet. Catherine Grandjean, si vous voulez bien, au lendemain de la guerre du Péloponnèse, quel est le visage de la Grèce ? Est-ce un espace en crise ou en continuité, voire en renouveau ? Alors la guerre du Péloponnèse provoque toute une série de bouleversements avec la défaite d'Athènes. Un certain nombre de régions du monde grec sont très impactées par ce conflit. On peut dire en effet que ces régions sont ravagées. Athènes, bien sûr, qui a perdu quasiment 50% de sa population du fait de la guerre, de la peste au début du conflit. Le Péloponnèse, les îles Égéennes également étaient extrêmement impactés. Par ailleurs, les cités grecques d'Asie mineure, sur la côte donc occidentale de la Turquie actuelle, qui avaient été récupérées sur l'Empire achéménide lors des guerres médiques au début du 5e siècle, sont désormais de nouveau sous l'emprise des Perses, qui ont récupéré ces cités en échange donc de l'aide accordée à Sparte pendant la guerre. Donc il y a une modification des équilibres géostratégiques au sein de ce domaine et incontestablement il y a pour Athènes et pour un certain nombre de régions de la Grèce surtout continentale et des îles de l'Égée une phase vraiment de destruction qui continue à avoir des effets jusqu'au milieu du IVe siècle. Donc c'est véritablement un espace en crise politique, crise économique, crise sociale ? Alors on parle aussi parfois de crise religieuse, de crise des valeurs, pour cette période du IVe siècle qu'on oppose de fait au beau siècle de Périclès. Alors l'historiographie actuelle tend à beaucoup relativiser cette opposition dans la mesure où elle repose finalement cette opposition surtout sur un recours exclusif aux sources textuelles issues de la transmission manuscrite, aux grands auteurs bien sûr. Le IVe siècle, c'est l'époque des grands textes fondateurs de la philosophie politique, de Platon et d'Aristote, qui sont très critiques à l'encontre de la cité notamment d'Athènes. C'est une époque également de grands bouleversements liés à un poids très très fort de la fiscalité. C'est une période de remise en cause à Athènes de la démocratie, régime vaincu lors de la guerre du Péloponnèse, tout un modèle qui est repensé par les Athéniens. Mais malgré ces difficultés, dès lors qu'on s'intéresse à l'archéologie, aux inscriptions qui permettent finalement de se départir de l'athénocentrisme longtemps en vigueur dans nos études, on s'aperçoit que c'est une période aussi de renouveau, notamment dans le domaine de l'économie, de la société. On pourra développer cet aspect un peu plus avant. Il y a également des facteurs de continuité. Dans le domaine religieux, un très grand attachement aux divinités liées au modèle civique. Il n'y a pas de crise religieuse. Et puis finalement, on voit une résilience à Athènes après cette période terrible de dictature des 30, à l'issue de la guerre du Péloponnèse. Une période très difficile qui est marquée notamment par le procès et la mort de Socrate, l'esprit libre, en 399, on voit finalement les Athéniens se doter d'institutions qui leur permettent de réenchanter finalement le régime démocratique.
Alors, en dépit de la guerre du Péloponnèse qui se termine donc, il y a malgré tout une course à l'hégémonie pendant laquelle Sparte souhaite prendre véritablement le dessus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la cité de Sparte est sortie victorieuse de la guerre du Péloponnèse, mais en abandonnant d'une certaine façon ses valeurs, en acceptant leur Perse. Xénophon y insiste beaucoup et voit justement dans cette compromission, finalement le début d'une décadence de la cité, qui perd ses valeurs au profit de la recherche de l'enrichissement, l'or corrupteur, des valeurs civiques. Et les Spartiates, en effet, ont réussi à vaincre les autres Grecs autour d'Athènes, du bloc démocratique, lors de la guerre du Péloponnèse. Et la période est marquée, en fait, jusqu'à l'émergence d'une Macédoine très puissante, dans les années 350, par une course à l'hégémonie où Sparte est véritablement, en tout cas dans les débuts et à plusieurs reprises, la cité hégémonique, c'est-à-dire la cité dominante. Mais on est finalement dans une continuité par rapport à la période précédente, dans les rivalités entre cités, simplement, alors qu'un équilibre s'était fait jour à l'issue des guerres médiques, avec la fondation de la Ligue de Délos en 478, au siècle précédent, où il y avait un équilibre entre les blocs. Là, finalement, cet équilibre peine à se faire jour, les cités n'y parviennent pas, et cela est lié à l'émergence d'un nouvel acteur qui est très présent dans la vie politique de la première moitié du IVe siècle, c'est l'Empire perse. Cette hégémonie, bien évidemment, de Sparte est contestée. Oui. Alors, on va bien évidemment revenir sur la Perse, mais je souhaiterais peut-être rester sur cette volonté hégémonique de Sparte. Quelle opposition rencontre-t-elle ? Alors, elle rencontre en son sein, déjà, une opposition très forte entre, finalement, deux factions. Une faction qui est autour de Lysandre, qui est le vainqueur, le navarque, l'amiral qui a réussi à vaincre les Conons et la flotte athénienne à Aigos-Potamos, qui veut véritablement moderniser la cité, en faire une puissance impériale, une thalassocratie. Et puis, il y a des gens beaucoup plus conservateurs au sein de la cité qui, eux, veulent faire perdurer ce modèle traditionnel qui est fantasmé. On voit très bien ça dans la constitution de Sparte de Xénophon, qui est tout à fait philo-laconien. Et donc, il y a une opposition à l'intérieur de la cité sur laquelle on a finalement assez peu d'éléments autre que ce qui nous est dit, donc des rivalités autour de la figure de Lysandre, qui est finalement rejetée par la cité, avec ce modèle un peu de type athénien, impérialiste, qui est finalement repoussé par la cité. Mais on sait qu'il y a des troubles très importants à l'intérieur de Sparte, avec notamment en 397 l'épisode de la conspiration de Cynadon, qui cherche véritablement à renverser le régime de Sparte. Et puis, les autres problèmes rencontrés par les Spartiates sont liés à l'émergence d'une nouvelle puissance, Thèbes, au mécontentement à la fois des Corinthiens et des Thébains, qui étaient des alliés de premier plan lors de la guerre du Péloponnèse, qui auraient voulu, à l'issue de cette guerre, détruire Athènes. Les Spartiates s'y sont opposés au nom de la fraternité d'armes lors des guerres des guerres médiques. Mais les Thébains voient ça d'un très mauvais œil et considèrent qu'ils n'ont pas été récompensés comme ils le méritaient. Et c'est une cité en plein développement que Thèbes déjà, et qui constitue aux côtés d'Athènes un rival redoutable pour les Spartiates. Alors en 396, Agésilas lance une expédition en Asie mineure contre l'empire achéménide. Est-ce une guerre de conquête ou simplement une volonté d'accaparer des richesses ? Alors, en fait, on a là, typiquement dans cet épisode,
un mirage des sources, on parle souvent du mirage spartiate, puisque le témoignage de Xénophon, que ça soit dans les Helléniques, qui ont pris la suite de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, ou surtout dans la biographie qu'il a écrite sur son ami, le roi spartiate Agésilas, fait finalement d'Agésilas un personnage de roi tout à fait idéal de Sparte, à l'exemple par exemple de Léonidas, le roi héroïque des Thermopyles. En réalité, un examen très précis des sources, qui a été réalisé notamment par Pierre Briand dans son maître ouvrage sur l'histoire de l'Empire achéménide, paru en 1996, donne à voir que ça soit dans le récit de l'expédition d'Agésilas de 396 à 394, dans le comportement du roi et dans véritablement les réussites d'Agésilas, un bilan très très différent de celui que Xénophon veut bien présenter. En réalité, le premier point, c'est que Agésilas arrive en essayant de reproduire finalement l'itinéraire des 10 000 en 399, sans y parvenir, en 401-399, sans y parvenir, en traversant la Phrygie, en essayant ensuite de traverser l'Asie mineure. Il est bloqué, il n'arrive pas à avoir véritablement des alliances avec les peuples de l'intérieur, ni avec les cités. Alors peut-être parce que les Spartiates font peur, ou parce que ces peuples et ces cités craignent véritablement des représailles perses, et ils n'arrivent pas à s'imposer, et on le voit surtout soucieux du ravitaillement de ses troupes, du butin à réaliser, et donc ce qui est présenté par Xénophon comme une guerre de libération des cités d'Asie mineure par les Spartiates, d'abord semble un fiasco, et par ailleurs n'a pas manifestement d'objectif aussi noble que voulait le penser, voulait le faire accroire Xénophon. Alors il y a un personnage qui se distingue dans cette lutte, c'est Conon d'Athènes, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure. Oui, alors c'est un personnage tout à fait extraordinaire. C'est un personnage dont la carrière commence avant en fait la période, avant la fin de la guerre du Péloponnèse, puisqu'il est déjà stratège. C'est véritablement un chef important de la flotte athénienne, et c'est un stratège déjà du nouveau style. Périclès a exercé le pouvoir au 5e siècle, ou Alcibiade, en étant à la fois en étant stratège, une magistrature élective annuelle très importante à Athènes, collégiale, mais vraiment très prédominante, en étant à la fois chef politique et puis chef militaire. Conon, c'est vraiment un chef de guerre. C'est vraiment un chef de guerre qui a des rapports très privilégiés avec la flotte, puisque c'est surtout un marin. On le voit intervenir peu avant la bataille des Arginuses. Il est le seul stratège à ne pas être condamné à boire la ciguë pour ne pas avoir ramassé les blessés, les naufragés à l'issue de la bataille, qui était une victoire d'Athènes. On le retrouve à Égospotamos, il se fait piéger par Lysandre. Et puis ensuite, il a un parcours tout à fait extraordinaire, tout à fait exemplaire de la résilience athénienne, puisqu'il se réfugie à Chypre auprès d'Évagoras, qui est un dynaste, en fait grec, de Chypre, qui dirige pour le grand roi, mais avec pas mal de velléités d'indépendance, la cité grecque de Salamine. Et peu à peu, après avoir été un peu l'amiral d'Évagoras, il devient le chef de l'ensemble de la flotte perse. Et on le voit tailler des croupières aux Spartiates jusqu'à remporter la victoire navale de Cnide en 394, qui est très importante pour les Perses parce que ça leur permet de se dégager finalement de l'agression spartiate qui dure quand même depuis 399, avant même l'arrivée d'Agésilas, mais aussi en ramenant la flotte à Athènes. Conon, véritablement,
inaugure la renaissance de sa cité, qui à ce moment-là reconstruit ses fortifications. Et on a pas mal d'Athéniens déjà qui servaient dans cette flotte perse. Et c'est le moment où Athènes reconstruit sa puissance navale. Alors Conon reste à la tête de la flotte achéménide jusqu'à ce qu'il soit disgracié en 392 sous l'effet d'un satrape perse qui intrigue, semble-t-il, contre lui. Et sa vie s'achève assez rapidement ensuite. Mais c'est un personnage tout à fait exemplaire de ces grands stratèges, chefs de guerre, techniciens athéniens du IVe siècle, à la fois commandant de la flotte et parfois technicien aussi du combat terrestre. Je pense par exemple à Iphicrate, à peu près à la même époque, qui fait des innovations sur le plan tactique, sur le plan et qui est également un stratège. Alors nous arrivons à la paix de 386, c'est une victoire des Perses, cette paix? Alors c'est véritablement quelque chose de très nouveau pour les Grecs, en effet parce que cette paix finalement est une paix d'arbitrage par les Perses, une paix commune, une koiné eirené. Jusqu'à présent, les Grecs ne connaissaient que des traités de paix bilatéraux, même dans les systèmes d'alliance. Et là, on a une paix commune. Alors cette paix commune, elle est en effet une victoire des Perses, d'abord parce qu'ils parviennent à imposer leur arbitrage aux Grecs, aux cités grecques, et puis parce que cette paix, elle reconnaît avant toute chose leur possession, leur domination sur ces cités d'Asie mineure, qui sont des cités grecques, dont la possession est reconnue au grand roi perse par toutes les cités grecques. Et puis, il y a par ailleurs d'autres éléments dans cette paix de 386 qui sont dans l'intérêt de Sparte. Sparte est patronne de la paix, c'est-à-dire qu'il y a eu un retournement finalement d'alliance qui est lié aux problèmes internes à l'Empire perse, notamment aux problèmes rencontrés par Artaxerxès II en Égypte, à Chypre, où on a véritablement des mouvements en fait de morcellement de l'Empire, dans lesquels les Athéniens, les Spartiates jouent un rôle, interfèrent. Et donc cette paix, c'est un outil qui permet à Artaxerxès II aussi de neutraliser les Spartiates, qui sont à ce moment-là les plus dangereux. Et donc, ils sont patrons de cette paix, les Spartiates, et ils obtiennent, en fait, la proclamation de l'autonomie des cités et de l'indépendance des cités grecques. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un outil pour eux qui leur permet de dissoudre ce qui fait véritablement, ce qui est menaçant pour leur hégémonie en Grèce centrale, c'est-à-dire l'État fédéral béotien, qui était dominé par Thèbes. Et désormais, les cités béotiennes, jusque-là finalement peu ou prou inféodées à Thèbes, doivent recouvrer leur indépendance. Puis alors les Athéniens, eux, reçoivent à titre de possession 3 îles qui sont très importantes. Ces 3 îles, elles sont en fait, c'est Imbros, Skyros et Lemnos, qui sont sur la route du blé qui vient d'Ukraine. Qui vient par le pont Euxin. Il y a toute une série d'établissements grecs. On sait que Mariupol, par exemple, ou d'autres, ce sont des fondations grecques, Olbia, etc. Et dans cette vallée du Dniepr, déjà, c'est un grenier à blé, déjà dans l'Antiquité. Et pour les Athéniens qui sont très dépendants en fait de ce blé ce qu'on appelle le pont Euxin, c'est-à-dire la mer Noire, la mer hospitalière, c'est très important pour eux d'avoir la possession de ces 3 îles qui sont autant d'étapes dans la navigation par cabotage entre les détroits et puis le Pirée. Est-ce qu'on peut dire que, en conséquence, la Perse est en quelque sorte l'arbitre de la Grèce ? Complètement, c'est-à-dire qu'on voit, alors pendant très longtemps, une historiographie, c'est toujours la même chose, fondée surtout sur des sources assez hostiles à l'Empire achéménide, que ce soit Xénophon,
Ctésias également, ce médecin donc qui a vécu une partie de sa vie à Suse, auprès de la cour achéménide. On a une vision un petit peu négative d'un empire perse en déclin, mais les recherches récentes qui se départissent sans doute aussi d'une vision peut-être un peu colonialiste de l'histoire grecque, athénocentriste également, montrent au contraire qu'au IVe siècle, l'empire perse est extrêmement dynamique sous l'autorité d'Artaxerxès II et parvient, que ça soit sous Artaxerxès II ou son successeur Artaxerxès III, a véritablement recouvré les territoires donc qui étaient un peu en bordure de la Méditerranée, l'Égypte, la Phénicie, certaines zones d'Asie mineure également. À véritablement reprendre la main sur l'ensemble du territoire. Et pendant longtemps, on a pensé que les satrapes, ces gouverneurs de province, étaient très très indépendants de l'empire, mais on se rend compte qu'en réalité, il y avait véritablement une conjonction d'intérêts et une très grande fidélité au grand roi. Alors vous l'avez dit, il y a ces villes qui deviennent des villes, des cités qui deviennent des cités autonomes, et il y en a une qui se distingue, on l'a déjà évoqué, c'est Thèbes. Et Thèbes va s'opposer en fait à Sparte, parce que Sparte garde sa volonté hégémonique, un peu dans la continuité de l'inféodation de Thèbes à Sparte. Tout à fait. Alors les Thébains, en fait, la Béotie a mauvaise réputation. Se conduire comme un Béotien, c'est quelque chose qui, déjà dans l'Antiquité, quand on lit Aristophane, semble quelque chose de tout à fait négatif. Les Thèbes, en fait, domine une région, donc qui est la Béotie, exactement au nord d'Athènes, qui fait à peu près la même superficie que l'Attique. Simplement, Athènes a unifié par synécisme, en réunissant différentes communautés sous son autorité, l'ensemble de ce territoire, ce que n'ont pas fait les Thébains. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de cités dans cette région, qui est une région extrêmement riche, notamment dans le domaine agricole, avec des terres très très fertiles, des zones de plaine, un artisanat très dynamique, un élevage également important, et puis une démographie, semble-t-il aussi, qui est dynamique. Et donc il y a toute une série de cités importantes, Tanagra, Platée, etc., qui jouent depuis l'époque archaïque, en fait, les premiers rôles aux côtés de Thèbes, dans le cadre d'un État fédéral qui est un système politique, on appelle ça en grec un koinon, qui témoigne aussi de l'imaginaire politique des Grecs, au même titre que la démocratie. Et les Thébains, donc, qui sont mécontents de l'autonomie des cités proclamées par la paix de 386, montent en puissance, et on voit donc en 371, alors qu'il y a une nouvelle paix qui est proposée par le grand roi, Artaxerxès II, on voit en fait les Thébains refuser de signer en leur nom propre et vouloir signer au nom de tous les Béotiens. Et donc ils sont exclus de la paix, et à ce moment-là, le roi Cléombrotos, le roi spartiate, envahit la Béotie. Et il y a eu déjà toute une série d'épisodes où il y a eu des phénomènes d'occupation de Thèbes par des garnisons spartiates, commandées par un chef spartiate, un armoste. Et donc le conflit est ouvert, sachant que Thèbes, comme Sparte, est une puissance militaire terrestre, à ce moment-là en tout cas. Et contre toute attente, Voilà. Sparte est défaite. Et gravement défaite, parce que en fait la moitié de l'armée, la phalange, de l'armée spartiate, lacédémonienne, puisqu'il y a aussi des Périèques, des populations qui ne sont pas pleinement citoyens, et donc exterminés par les chefs de guerre Pélopidas et Épaminondas, les deux Thébains dont les noms sont les plus connus. Et puis, surtout,
au cœur de cette armée spartiate, un tiers des citoyens, des homoioi, des citoyens de plein droit spartiates, disparaissent. Ce qui, pour les Spartiates, est une véritable catastrophe. Parce que, à la différence de grandes cités comme Athènes, cités démocratiques, leur corps civique est extrêmement réduit. Et tend à se réduire d'ailleurs au fil du temps. Ça, c'est un débat historiographique qui n'est pas clos. Et donc, il y a un imaginaire militaire du côté des Thébains sur lesquels on a beaucoup glosé. C'est la fameuse phalange oblique, avec le dispositif tactique de renforcement de l'aile gauche. Qui permet donc aux Thébains, contre toute attente, de mettre fin à la suprématie hoplitique des Spartiates. Toute cette période montre au fond la recherche d'un équilibre, on va dire, impossible en Grèce. Est-ce que c'est la leçon des Helléniques de Xénophon ? Vous évoquiez tout à l'heure Irénée, et Irénée, c'est celle qui représente cette paix, et elle est au centre du culte au IVe siècle. Alors ça, c'est une question passionnante. C'est en effet les Helléniques de Xénophon s'achèvent en 362 avec la bataille de Mantinée, nouvelle victoire thébaine, mais qui voit la mort d'Épaminondas, l'inspirateur de la très brève hégémonie thébaine, si on peut parler d'hégémonie thébaine. Et à partir de là, donc il achève ce récit des Helléniques en disant que finalement, en effet, il n'y a pas eu cette recherche d'équilibre, d'hégémonie, n'a pas véritablement remporté de succès, qu'aucune puissance dominante ne s'est dégagée. Et il insiste beaucoup justement sur les désordres et sur les conséquences très néfastes pour les cités de cette absence d'équilibre. Alors, il y a sans aucun doute le développement du culte de Eirénée, la paix, comme d'autres abstractions au IVe siècle. On pourrait dire que, pour les Grecs, ça c'est une chose qui pour nous est assez difficile à concevoir. La guerre est un état tout à fait normal. La paix est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On a pu calculer qu'au 5e et au 4e siècle, il y avait eu moins d'une année sur deux, en fait, où les cités avaient pu vivre en paix. C'est-à-dire que la guerre est absolument constante. Mais il y a une aspiration à la paix qui véritablement se fait jour après la guerre du Péloponnèse. C'est lié à des tas de causes. C'est lié notamment au renchérissement du coût de la guerre, avec sa professionnalisation, avec sa continuité dans le temps, pendant la guerre du Péloponnèse, avec des théâtres d'opération tellement éloignés que les Grecs étaient obligés de continuer à se battre pendant toute l'année, et pas seulement pendant la belle saison, comme c'était le cas traditionnellement, entre les moissons et puis les vendanges. Et c'est lié aussi au fait qu'avec le développement du mercenariat, des machines de guerre, des ingénieurs militaires, le poids sur le plan fiscal du financement de la guerre pose question, sachant que ce sont les plus riches citoyens qui payent et que ils veulent, de leur côté, évidemment, il y a une tendance à chercher à échapper à l'impôt, à la fiscalité au IVe siècle, avec toutes les tensions sociales que ça implique. Et donc, il y a cet aspect donc de refus de l'impôt, du poids fiscal de la guerre, qui est très important, peut-être plus que un souci des pertes humaines ou des vies brisées ou des destructions. Parce que finalement, ces destructions ne sont pas ressenties de manière tellement si forte par les Grecs, notamment dans le domaine agricole. Mais ce qui est très important, en fait, c'est que cette aspiration à la paix, elle se double d'une aspiration à l'unité. Et le chantre de cela, c'est Isocrate.
Isocrate qui dit, si nous voulons, donc Athéniens, si nous voulons nous délivrer de la mauvaise réputation que nous avons à présent, mettre fin aux guerres inutiles et gagner à la cité une hégémonie qui dure toujours, nous devons détester tous les empires tyranniques et toutes les dominations. Voilà. Alors ce qui est un paradoxe. Ce qui est un paradoxe, parce qu'il est athénien, parce que dans le panégyrique en 380, il a appelé tous les Grecs à l'unité, mais sous l'autorité d'Athènes, donc tout à fait dans la lignée de l'ambition impérialiste d'Athènes, qui perdure peut-être en respectant un peu plus l'autonomie des cités, mais qui perdure au IVe siècle. Mais cet appel à l'unité va de pair avec finalement une concorde entre les Grecs, avec la paix, avec derrière, très vite, chez Isocrate, qui est très influent, parce que c'est un professeur de rhétorique qui gagne sa vie en apprenant à des hommes politiques athéniens, mais aussi venus d'ailleurs, de l'ensemble du monde grec, à parler, à faire de beaux discours. Et donc ce modèle se diffuse sans doute, en tout cas dans les élites. Et l'idée, c'est que finalement les Grecs pourraient s'unir contre les Perses, pour essayer de mettre fin à cette discorde entre eux, qui est financée, les Grecs en étaient bien conscients, par le trésor perse, qui dès lors qu'une hégémonie se détachait, envoyait des messagers, souvent des Grecs, des Rhodiens par exemple, avec de l'argent pour acheter des hommes politiques et susciter des alliances des cités dominées contre les cités hégémoniques. On voit ça à plusieurs reprises. Et donc on a ce phénomène concomitant d'aspiration à la paix, d'aspiration à l'unité. Aspiration à laquelle finalement les deux derniers rois macédoniens répondent. Est-ce que le royaume de Macédoine fait partie du monde grec ? Oui. Mais c'est vrai qu'il est dans une position géographique un peu finalement marginale, puisque c'est un royaume qui se trouve tout à fait au nord du monde des cités grecques, au contact de populations qui ne sont pas grecques, les Thraces à l'est, les Illyriens à l'ouest, et c'est un pays, disons un royaume dont la frontière septentrionale est sans arrêt menacée par les incursions de ces populations non grecques, donc que les Grecs appelaient les barbares, ceux qui ne parlaient pas grec. Et sur cette partie finalement de l'histoire macédonienne, on est très peu renseigné par les sources, qui sont principalement des sources athéniennes. Ce sont des conflits sans doute constants que menaient les souverains macédoniens, mais sur lesquels finalement on a peu d'informations. Et puis, pendant longtemps, guidé notamment par le témoignage de Démosthène, qui considérait le roi Philippe II comme un barbare, pris de boisson, véritablement Philippe II de Macédoine, voilà. On a eu tendance, dans l'historiographie, à considérer les Macédoniens comme finalement pas véritablement grecs. Et c'est lié à la fois donc au témoignage des sources classiques, principalement athéniennes, mais c'est lié également au fait que la Macédoine comprend un certain nombre de cités sur son pourtour, mais ne répond pas à ce modèle en fait politique créé par les Grecs de la police, de la cité-État. C'est ce qu'on appelle un ethnos, c'est-à-dire un autre modèle d'organisation politique qui existe depuis l'époque archaïque dans le monde grec, surtout au nord, à l'ouest, également en Épire, en Macédoine, un petit peu aussi en Thessalie, et ce sont finalement des États beaucoup plus vastes que les cités, souvent fondés sur une économie pastorale, beaucoup plus que sur une agriculture, avec sur un modèle de petits propriétaires fonciers comme dans ce qui prédomine dans les cités, et puis surtout une aristocratie domine ces ethnées, c'est le pluriel d'ethnos, et très souvent on a
un monarque, que ça soit un roi, c'est le cas en Macédoine, que ça soit un tagos comme en Thessalie, qui est un primus inter pares, qui est régulièrement désigné par les autres. Et donc il y a une altérité de la Macédoine sur le plan politique, sur le plan géographique, mais on sait par ailleurs que le dialecte macédonien est pleinement du grec. Il ressemble beaucoup au dialecte des Thessaliens, qui sont eux pleinement des Grecs. Et puis par ailleurs, la religion macédonienne, l'archéologie le montre très très clairement, est clairement une religion grecque. Les Macédoniens ont participé au grand concours panhellénique dès l'origine, à Olympie, à Delphes, etc. Ce sont des Grecs. Quel type de puissance est-elle, cette Macédoine ? Philippe II arrive au pouvoir en 359, avant Jésus-Christ. Il engage une série de réformes intérieures importantes, à la fois militaires mais aussi urbaines. On est loin, encore une fois, de la vision barbare que peuvent en avoir les Grecs. Alors c'est quelqu'un qui a réussi à faire de ce royaume très morcelé, entre une plaine autour de la capitale Pella, en bordure du golfe Thermaïque, soumise étroitement à l'autorité de ses prédécesseurs, et puis cet amphithéâtre de montagne qu'on appelle la Haute Macédoine, où véritablement l'autorité centrale avait beaucoup de mal à s'imposer. Il a su trouver, en proposant aux aristocrates de Haute-Macédoine une carrière militaire ou une carrière politique auprès de lui, en accueillant leurs enfants auprès des siens, notamment d'Alexandre, à Pella. Il a su leur proposer toute une série de perspectives politiques, de carrières militaires, d'intéressement économique, qui a permis d'unifier complètement ce royaume qui jusque-là était très morcelé sous ses prédécesseurs. Et il en a fait la première puissance de la Grèce continentale, notamment par une réforme de l'armée. Alors on a beaucoup dit que c'est parce qu'il avait été otage à Thèbes à l'époque d'Épaminondas, qui s'était inspiré donc des innovations militaires thébaines. Disons que l'armée macédonienne, c'est une armée fondée sur la conscription par feu, mais c'est une armée également où il y a des chefs très expérimentés qui font une véritable carrière militaire. C'est une armée également qui, c'est la première fois, se dote de réserves, qui interviennent à la fin des batailles pour emporter la décision. Et puis, sur le plan de l'armement, la réforme militaire principale, c'est évidemment l'allègement de l'armement de l'hoplite, avec très peu d'armement défensif, donc plus grande maniabilité, et puis l'adoption d'une pique extrêmement longue qu'on appelle la sarisse, et un renforcement donc de la phalange, qui est beaucoup plus percutante, beaucoup plus puissante que la phalange traditionnelle des cités grecques, ce qui donne un atout très important à l'armée. Est-ce que c'est un fin politique ? Est-ce bien que sûr, c'est un fin stratège ? Bien sûr, c'est un fin politique, un fin stratège qui, dans un premier temps, ménage Athènes, même en s'alliant avec elle, avant de s'emparer très rapidement d'une cité à laquelle Athènes, qui l'a fondée auparavant, Amphipolis, colonie athénienne, sur laquelle les Athéniens avaient réussi à mettre la main en Thrace, cité très importante parce qu'elle jouxte les mines d'or et d'argent de cette région de Thrace occidentale. Il arrive également à manœuvrer, à très bien, il connaît très bien le fonctionnement de la cité grecque, et donc on le voit faire la paix avec Athènes, et finalement le temps que l'Assemblée d'Athènes, l'Ecclésia, ait voté la paix, alors que cette paix en 346 était conclue sous véritablement le régime de l'Outipoussiliétis, il réussit, en jouant des délais finalement de la lenteur institutionnelle de la démocratie athénienne,
d'Athènes à faire davantage d'annexions. C'est quelqu'un qui est extrêmement fin politique, et il se sert de l'amphictyonie de Delphes et de la guerre sacrée pour véritablement, comme d'un cheval de Troie, pour véritablement devenir prédominant dans le monde des cités, en instrumentalisant la guerre sacrée. Donc il divise pour régner cet espace grec. Absolument. Et il réussit même à diviser Athènes, puisqu'on a au sein de la cité d'Athènes des gens qui lui sont favorables, des personnages, par ambition personnelle, certes, on pense à Échine, on pense à Démade ou Philocrate, tandis que d'autres, au contraire, comme Démosthène et Hypéride, lui sont très, très opposés. Mais disons qu'il joue très finement, pour ce qui concerne Athènes, de la lassitude des Athéniens, dont l'effort de guerre et la volonté de recréer une alliance maritime finalement a largement échoué. En 357-355, il y a une révolte des principales alliés d'Athènes contre elle, et ensuite Athènes perd toute une série de contributions financières, à des problèmes de ravitaillement également. Et donc les Athéniens aspirent à la paix. Et ça, il en joue avec une intelligence consommée. L'Empire achéménide jouait un rôle d'arbitre de la Grèce. Est-ce que, en quelque sorte, la Macédoine joue ce rôle après cette période achéménide, de l'influence achéménide? Alors, les souverains, en fait, achéménides, notamment Artaxerxès III, cherchent encore à interférer dans ces affaires politiques grecques à plusieurs reprises. Mais en réalité, en effet, c'est peu à peu, par tout un système d'annexion à l'est, en direction des détroits, donc vitaux pour le ravitaillement d'Athènes et d'autres cités. Il y a une emprise macédonienne sur ces régions de l'Est. Ensuite, il y a l'emprise sur la Thessalie. Et on voit donc les Macédoniens peu à peu étouffer ce monde de la Grèce centrale et du Péloponnèse, de la Grèce des cités. Mais en fait, cette emprise ne se fait pas par des moyens financiers, sinon indirectement par le biais du recours à des mercenaires dans l'armée, notamment des mercenaires thraces. Mais ça se fait par la supériorité militaire, qui est éclatante à la bataille de Chéronée en 338. Mais disons que la supériorité, l'hégémonie, elle est quand même plutôt de type grec, l'hégémonie macédonienne, par le biais justement d'une domination militaire que ni Athènes, ni les Spartiates, ni les Thébains ne sont parvenus finalement à imposer durablement. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est dans la perception du pouvoir, dans la conception du pouvoir, Philippe de Macédoine apparaît comme un personnage quasiment divin. Et ça, c'est une chose qui est nouvelle. Alors, divin, c'est-à-dire il reçoit... Divinisé, oui. Alors, il y a déjà eu, en fait, des éléments d'héroïsation. C'est quelque chose qui est ancien dans la religion grecque. C'est-à-dire qu'aux côtés des Olympiens et d'autres dieux, il y a ce que les Grecs appellent les héros. C'est-à-dire des mortels qui ont été, pas véritablement divinisés, mais héroïsés, c'est-à-dire qu'ils recevaient un culte sur leur tombe. Alors c'est le cas, par exemple, de héros guerriers, des jeunes filles vierges aussi qui se jetaient des remparts pour sauver leur cité dans certaines circonstances, des médecins, etc., qui recevaient un culte sur leur tombe. Et quand on regarde les calendriers cultuels, par exemple à Athènes, au IVe siècle, on voit qu'ils jouent dans les cérémonies, dans le calendrier des cérémonies, il y a autant de cérémonies pour les héros que pour les dieux. C'est vraiment des personnages à part entière. Et puis au Ve siècle, un certain nombre de chefs militaires prééminents, c'est le cas de Lysandre, c'est le cas de Conon, dont on parlait plus en détail la semaine dernière, reçoivent également des honneurs cultuels. Ils sont héroïsés pour en fait leur haut fait. Alors en général, ils reçoivent en fait des sacrifices
à leur mort. Et on voit donc ces souverains, alors c'est le cas de Philippe, c'est surtout le cas ensuite d'Alexandre, en effet, recevoir des honneurs comme chef de guerre victorieux. Ils sont honorés par les Grecs. Alors nous avons vu la semaine dernière que Sparte était intéressée par l'Asie mineure, sans succès malheureusement. En revanche, la Macédoine, elle, va avoir plus de succès. Est-ce qu'elle fait partie des plans de Philippe ? Est-ce que Philippe de Macédoine souhaite véritablement mettre la main sur l'empire achéménide ? Alors, il est clair qu'après donc la bataille de Chéronée, et cette victoire écrasante en 338 des Macédoniens, Alexandre a joué à la tête de la cavalerie un rôle décisif dans cette bataille. On voit très bien que lorsque Philippe convoque tous les Grecs, de Grèce continentale, qui ont lutté contre lui, principalement les Athéniens, les Thébains et puis leurs alliés respectifs, à Corinthe, il y a, pour finalement signer une paix, qui est une paix commune, et cette fois-ci le grand roi en est absent, le grand roi perse, il y a un projet. Il y a des mesures politiques qui sont imposées par le nouvel hégémon, le nouveau chef, Philippe, aux Grecs, c'est-à-dire pas de changement de régime politique, sinon le roi Philippe interviendra avec son armée, donc tout le monde reste tranquille, à l'exception des Spartiates qui, eux, n'ont pas juré la paix, ni participé à l'affaire de Chéronée. Mais ce que propose finalement le Philippe aux Grecs, et en cela il montre une très grande connaissance évidemment de ce qui est cher aux Grecs, d'abord le fait de convoquer à Corinthe ce congrès en 338-337, c'est rappeler finalement déjà, c'était là que s'était passé au moment de l'invasion de Xerxès en 480, le congrès des cités grecques pour essayer de voir ce qu'ils allaient faire pour lutter contre cette invasion des Perses en 481, comment faire, comment résister. Donc il convoque à nouveau les Grecs là, et le projet finalement qui est proposé ou imposé aux Grecs, c'est de faire la guerre aux Perses. Pour venger les destructions des guerres médiques, les Athéniens ont vu leur cité détruite, la Béotie a été détruite également. Alors la Macédoine s'était alliée aux Perses, mais elle n'avait pas trop le choix à ce moment-là. Et donc on leur propose en réalité de libérer les cités d'Asie mineure. Et on a donc à la fin du règne de Philippe une avant-garde de l'armée macédonienne qui débarque en Troade, au nord-ouest de la Turquie actuelle, qui connaît d'ailleurs des difficultés parce que le grand roi envoie un personnage qui est tout à fait remarquable, qui est un chef de mercenaires qui s'appelle Memnon de Rhodes. Grand roi de Perse. Oui, pardon, le grand roi de Perse. Et donc là, les Macédoniens rencontrent des difficultés. Mais en fait, il n'est pas possible de discerner dans les plans de Philippe et ensuite d'Alexandre de véritables desseins de conquête et de destruction de l'Empire perse avant les grandes victoires d'Alexandre à la fin des années 330. Là, on n'en est pas là. L'idée, c'est une vieille revendication de libération des cités grecques d'Asie mineure, du joug perse, des satrapes perses. L'idée, c'est de les libérer de cette tutelle tributaire des Perses. Alors, en 336 a lieu l'assassinat de Philippe II. Oui. On va le laisser de côté, mais parce qu'au fond, c'est bien la suite qui nous intéresse, c'est Alexandre. Alexandre qui s'empare alors du pouvoir. De l'autre côté, il y a un grand roi qui est Darius III. Il s'impose à la tête de l'Empire perse. Comment répond-il à l'avancée des Macédoniens ? Alors, il répond comme il le peut, et pas si mal. On est à un moment où l'Empire perse, alors lui est arrivé au pouvoir de manière un peu compliquée, puisqu'il y a eu après
la mort d'Artaxerxès III en 338, une phase un peu compliquée dans l'Empire, avec le règne d'Arsès, ensuite l'arrivée au pouvoir de Darius en 336. Mais il y a des armées satrapiques qui rencontrent Alexandre, et il y a donc ce personnage qui est tout à fait remarquable, Memnon de Rhodes, qui est à la tête de mercenaires grecs qui luttent contre Alexandre et qui pose d'énormes problèmes à l'armée d'Alexandre dans les débuts en fait de la conquête, jusqu'à ce que, de manière providentielle, Memnon de Rhodes meure de maladie, laissant ainsi le champ libre à Alexandre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant de voir dans la géopolitique, c'est au fond que Thèbes va prendre le parti des Perses et elle en paye le prix fort en 335. C'est-à-dire que le grand roi essaye en fait de susciter à nouveau finalement d'avoir des alliances de revers contre Alexandre. Et alors les Athéniens sont extrêmement prudents. Démosthène et d'autres, à ce moment-là, le personnage qui est au pouvoir, c'est Lycurgue, alors qui a un nom très très spartiate, mais qui est un Athénien d'aristocratie, qui cherche à reconstruire véritablement les forces d'Athènes, et il y parvient d'ailleurs fort bien. Et Démosthène est présent. Et malgré les tentations, évidemment, de reprendre la lutte contre les Macédoniens, de recouvrer l'indépendance pleine de la cité, il est extrêmement prudent. Et les Athéniens restent très prudents jusqu'à la mort soudaine et prématurée d'Alexandre en 323. En revanche, les Thébains, eux, qui ont été beaucoup plus maltraités que les Athéniens après la bataille de Chéronée, puisqu'on a modifié leur constitution, leur politeia, pensant qu'Alexandre est occupé aux frontières nord, et c'est le cas d'ailleurs dans un premier temps, par une invasion, une insurrection des populations barbares du nord. Donc les Thébains se révoltent contre Alexandre et ils sont châtiés de manière tout à fait redoutable, puisque la cité est démantelée, elle disparaît en tant qu'organe politique. On sait l'archéologie montre qu'il y a eu un maintien de l'occupation humaine, mais la cité disparaît pendant une vingtaine d'années avant d'être reconstruite par Cassandre, mais bien après la mort d'Alexandre. Alors, en 338-335, c'est un véritable tournant, parce que en soi, les sentiments anti-macédoniens ne sont plus d'actualité en Grèce, et la Macédoine, on peut dire qu'elle a imposé son hégémonie à l'ensemble de la Grèce. Alors, les sentiments sont sans doute quand même très hostiles dans les cités à la Macédoine. D'abord parce que la Macédoine est un royaume, et que dans le monde des cités, la royauté est quelque chose, même si la pensée d'Aristote... Oui, c'est un petit peu un gros mot. Même si quelqu'un comme Aristote, mais Aristote était macédonien, et Philo, macédonien bien sûr, lui était tout à fait favorable à une monarchie et un gouvernement modéré, des élites. Mais pour la plupart des Grecs, la monarchie est un régime absolument honni. Simplement, le rapport de force est tel que les cités, à part Thèbes, à part Sparte, se tiennent coites jusqu'à la mort d'Alexandre. Mais déjà avant, on voit quand Alexandre, à l'issue de la conquête, revient à Babylone et qu'il commence à se préoccuper de nouveau de la situation à l'ouest, en Grèce, quand il demande, par l'intermédiaire de Nicanor, son envoyé, un culte royal, comme celui qu'il a fait adopter en Orient, à la suite des grands rois perses et des pharaons, on voit déjà des réactions très violentes des Grecs. Et puis il y a l'affaire d'Harpale aussi, à Athènes, avec ce trésorier donc d'Alexandre, indélicat, qui espérant follement que le roi ne reviendrait jamais de cette guerre aux extrémités du monde, de l'œcumène, a pillé le trésor d'Alexandre, et voyant que le roi revient à Babylone, il s'enfuit en Grèce, il trouve refuge à Athènes. Alors là, Démosthène joue un rôle sans doute, et d'autres légèrement ambigu, en étant sans doute un
peu corrompu par c'est très discuté, mais par Harpal, on laisse échapper Harpal, on refuse de le remettre au roi. On voit que dans ces années-là, il y a déjà un réveil un peu de la volonté d'indépendance des Athéniens et d'autres cités. Mais ça reste sous le boisseau, finalement, jusqu'à la mort d'Alexandre. Alors, et Harpal, que devient-il finalement ? Il s'enfuit ? Alors, il s'enfuit, et finalement, il est exécuté. Il est rattrapé par le régent en fait auquel Alexandre avait confié la domination sur la Grèce, celui qui est venu aussi à bout d'Agis, le souverain spartiate qui s'était révolté à la fin des années 330. C'est Antipater qui était l'homme de confiance de Philippe et qui reste parfaitement loyal à Alexandre et qui est ensuite un des principaux diadoques. Alors pendant ce temps-là, pendant que cette Grèce, au fond, accepte cette domination macédonienne, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, Alexandre étend son empire en mettant la main sur le monde perse. Est-ce qu'en allant si loin, Alexandre ne prend pas le risque de la démesure et donc de la fragilité ? Pouvait-il vraiment et avait-il la volonté d'unifier l'empire perse et le monde grec et le monde macédonien ? Alors ça, c'est la grande thèse de Droysen au XIXe siècle. C'est l'idée justement d'une hellénisation du monde perse et d'une extension de l'hellénisme vers l'Est. On s'aperçoit en fait quand on regarde de près les sources qu'il y a eu sans doute un projet politique d'Alexandre de conquérir les élites perses. On les voit très présents dans le personnel politique. Beaucoup sont laissés à la tête de satrapies, dans le nord de l'Asie mineure, par exemple, ou au-delà de l'Euphrate. On le voit intégrer également des Perses dans la phalange, c'est-à-dire au cœur même de l'armée, et à partir de la conquête des hautes satrapies, des régions vraiment très 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 à l'est de l'Iran, l'Iran oriental, l'Ouzbékistan, etc., la Bactriane, enfin toutes ces régions d'Asie centrale, on voit que le poids dans l'armée d'Alexandre des Iraniens et des Orientaux devient prédominant. Et il y a évidemment le culte royal, la volonté de créer une élite mixte également, avec les fameuses noces de Suse, qui ont horrifié les Macédoniens de son entourage, au même titre que la volonté d'imposer un rituel aulique perse avec la proskinèse, qui a été refusée également par les élites macédoniennes. Et ce projet qui était inachevé, véritablement de création d'un empire administré par une élite mixte, puisque démographiquement les Macédoniens ne pouvaient pas faire face à la situation. Finalement, le coup d'arrêt à cela est donné par les Macédoniens dès la mort d'Alexandre. Le seul à avoir gardé son épouse perse, c'est Séleucos, le futur fondateur de l'Empire séleucide, mais tous les autres rejettent ces mariages et cette tentative en fait d'Alexandre de créer une élite mixte et d'associer des traditions grecques à des traditions orientales, iraniennes, mais aussi égyptiennes ou babyloniennes de manière tout à fait nette. La mort d'Alexandre est véritablement une coupure. Nous sommes en 323. Il meurt à Babylone de façon totalement prématurée. Et les conséquences sont, pour ainsi dire, immédiates. La Grèce se lève contre la Macédoine ? Bien sûr. Et c'est là qu'on mesure, pour nous, en fait, la défaite des cités achéronées marque une rupture. On a souvent dit la cité grecque est morte achéronée. C'est évidemment faux. Et on voit au moment de la guerre lamiaque les cités se soulever, au premier rang desquelles Athènes. Et en fait, cette volonté d'indépendance, ce sentiment que rien n'est joué, que tout peut revenir comme avant, avec ces cités indépendantes et autonomes, voire hégémoniques, en fait, ça perdure au IIIe siècle. En fait, Athènes abandonne ce modèle en fait de volonté de domination impériale via la thalassocratie que bien plus tard, au moment où elle est défaite
par Antigone Gonatas dans la guerre de Crémonides au milieu du IIIe siècle. Hein. Mais pour nous qui regardons les choses évidemment de beaucoup plus loin et de beaucoup plus haut, on a le sentiment d'une rupture à Chéronée avec l'arrivée d'un modèle politique qui est prééminent, c'est la monarchie. En réalité, cette monarchie, les Grecs ne concevaient pas qu'elle était dominante, que sa domination était irrémédiable, et on les voit chercher, ensuite, à l'époque hellénistique, sans arrêt à s'affranchir de cette domination des rois, trouver des outils politiques, des outils pour faire davantage face à la prééminence militaire des rois. C'est la grande période des États fédéraux, des koinas, pour davantage faire face à l'époque hellénistique, aux souverains. Et puis finalement, la monarchie, elle disparaît avec la conquête romaine. Et à l'époque de Saint-Augustin, quand Saint-Augustin imagine en fait une cité idéale, mais on recourt encore au modèle civique, parce que c'est le modèle civique qui perdure pendant toute l'Antiquité. Bien plus que la monarchie. Eh bien, merci beaucoup Catherine Grandjean d'être venue au micro de Storia Voce afin de nous évoquer cette période et donc de mettre à jour en quelque sorte nos connaissances et de nous transmettre les dernières nouveautés de la recherche historiographique. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube afin de découvrir plus de 750 podcasts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.